Bon, nous allons terminer cette série d'enregistrements pour la partie introductive à ce cours de géochimie par les méthodes d'analyse chimique des roches, c'est-à-dire comment est-ce que l'on acquiert les analyses chimiques de ces roches, comment est-ce qu'on les place sur des tableurs, et en fait, et enfin, comment est-ce qu'on peut les utiliser dans ce qu'on appelle en général une diagrammatique. Comment donc utiliser les diagrammes pour l'interprétation de ces analyses. Alors, on va commencer par les méthodes d'analyse. Il existe plusieurs techniques. Je vais développer deux d'entre elles, mais nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus en détail quand on fera la visite du centre d'analyse que nous avons donc à notre université. Et on va commencer par ce que l'on appelle la fluorescence X. Et comme son nom l'indique, c'est un bombardement d'échantillons par les rayons X. Et nous avons des réponses que l'on va interpréter en fonction de standards que l'on va utiliser. Je vais m'expliquer là-dessus. Alors cette méthode, elle est bonne pour les éléments majeurs en général et quelques éléments traces, peu d'éléments traces, mais elle est toujours utilisée de nos jours parce que assez efficace et rapide. Alors, cette technique consiste à prendre des échantillons de roches, mais aussi des échantillons de standards. Alors, les standards, qu'est-ce que c'est? Ce sont des échantillons de roches dont on connaît très précisément la composition chimique en termes d'éléments majeurs, FeO, MgO, CaO, Na2O, K2O, Al2O3, etc. Bien. Alors, nous prenons les échantillons, on les concasse, on les réduit à des petits morceaux, puis on les passe dans des broyeurs pour obtenir une poudre la plus fine possible. Alors, ensuite, nous allons mesurer en premier lieu la quantité d'eau contenue dans nos échantillons. Alors, il y a deux types d'eau qui sont contenus dans les échantillons. La première, c'est ce qu'on appelle l'eau d'imprégnation. Si vous voulez, c'est l'eau ambiante qui a fini par imprégner l'échantillon. Celle-ci, on peut en connaître la quantité précise en pesant une quantité bien précise de l'échantillon, puis en passant l'échantillon dans un four à environ 300 degrés. La différence de poids entre le premier cas et le second cas correspond à cette eau d'imprégnation. Le deuxième type d'eau, c'est l'eau de constitution, c'est-à-dire l'eau qui rentre dans la composition chimique de minéraux constitutifs de ces roches. Par exemple, les phyllosilicates, comme la biotite, comme la muscovite, comme les argiles, ou encore les minéraux comme les amphiboles, qui sont des minéraux hydratés. Pour faire sortir l'eau de constitution, donc, on est obligé de chauffer l'échantillon que l'on a chauffé au préalable, on le remet au four, mais cette fois-ci, on arrive à des températures de l'ordre de 800-900 degrés, de façon à forcer cette eau à sortir. On repèse, et puis nous obtenons la quantité d'eau de constitution. Cela s'appelle la perte au feu, c'est-à-dire la perte de poids en chauffant l'échantillon, c'est noté PF, on y reviendra à la fin de cette diapositive. Et en anglais, on dit LOI, L-O-I, loss on ignition. Perte au feu, c'est une traduction littérale. Nous prenons ensuite cet échantillon et nous le faisons fondre dans un petit creuset en platine que l'on met dans un four à 1100 ou 1200 degrés en ajoutant un fondant qui est de l'oxyde de zirconium par exemple, qui aide cette roche à fondre relativement rapidement. Une fois on a quelque chose de fondu, on le sort du four et on le met dans dans un moule qui est sous forme d'une pièce de 10 dirhams à peu près, et on laisse refroidir et on obtient donc des pastilles, des différents échantillons et des pastilles de nos standards. Ces pastilles, ce sont celles que l'on va mettre dans les machines, mais on va commencer par les standards, de façon à ce que l'on vérifie que les réponses que nous avons en bombardant notre échantillon de rayons X correspondent à la composition chimique réelle de notre échantillon. On fait pour cela ce qu'on appelle une courbe de régression qui doit être très proche
de 1, ce qui veut dire que notre machine est bien calibrée pour faire les analyses. Nous passons ensuite les échantillons de la même façon, nous obtenons un certain nombre de réponses et ces réponses sont proportionnelles à la quantité de l'élément chimique qui nous concerne. Par exemple, si dans un standard, on a un nombre de réponses qui correspondent à 50% de fer, si l'échantillon que nous mesurons, nous avons une autre réponse, la règle de 3, si pour 100 réponses, nous avons 50% de fer, si pour 50 réponses, nous allons avoir 25% de fer. C'est donc une simple règle de 3 qui permet pas à pas pour chaque élément chimique de reconstituer la composition chimique de nos roches. Une deuxième méthode qui s'appelle analyse par activation neutronique instrumentale, c'est une méthode qui n'est pas destructive, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de travailler sur un échantillon traité au préalable, mais c'est une méthode qui demande une instrumentation assez importante. Je vous le donne donc à titre indicatif. Il s'agit de le bombardement de la substance, qui est donc en roche ou un minéral ou ce qu'on veut, par des neutrons thermiques qui vont produire une radioactivité de l'échantillon. Les rayons gamma qui vont être émis vont être mesurés au laboratoire à l'aide de détecteurs, de spectromètres de masse, très haute résolution, et de la même façon que nous l'avons fait pour les standards et les échantillons de roche, c'est tout à fait la même chose. Donc nous avons toujours besoin de standards pour ce faire. Là, cette méthode est valable donc pour les éléments en trace, contrairement à la première, que ce soit donc les éléments lourds ou les HFSE, les éléments à fort champ ionique desquels j'ai parlé tout à l'heure, quelques actinides. Les résultats sont obtenus en partie pour million, c'est-à-dire 1 gramme dans 1 million de grammes, 1 kilo dans 1 million de kilos, ou de ppb, 1 gramme dans 1 milliard de grammes, ou 1 kilo dans 1 milliard de kilos. C'est aussi valable pour mesurer les quantités de terres rares que l'on peut avoir dans les échantillons. La méthode la plus utilisée en revanche, c'est la spectromètre de masse par dilution isotopique, ou on appelle ça l'ICP-MS. On mesure donc les terres rares toujours et les éléments traces. Alors cette méthode est, ressemble aux premières, si on veut, mais il faudrait que l'échantillon soit passé en solution. Alors on prend toujours la même poudre qu'on a préparée tout à l'heure et nous lui faisons subir, pour une quantité bien précise, une attaque chimique avec de l'acide nitrique. Cela permet d'ioniser les éléments, c'est-à-dire de les libérer de leur liaison ionique ou liaison atomique et de les rendre sous forme cationique ou anionique. On complète ensuite la solution pour avoir 100 millilitres de cette solution. Nous le faisons pour les échantillons et nous le faisons pour les standards. Nous passons l'ensemble en utilisant toujours la même règle de 3 dans un spectromètre de masse qui permet donc de mesurer les différents isotopes de chaque élément. La somme des isotopes de chaque élément constitue la quantité de l'élément lui-même. Encore une fois, nous reviendrons sur ces aspects-là lors de la visite du centre d'analyse. Bien. D'autres éléments chimiques tels que les rapports qu'il peut y avoir entre le fer ferreux et le fer ferrique sont faits par voie chimique dans les laboratoires, avec les précipitats desquels vous avez l'habitude quand vous avez fait vos TP de première année. Et enfin, je reviens à ce que je disais au départ, c'est la mesure de la quantité d'eau de altération qui ne sert pas à grand chose, hein, qui ne sert pas dans le traitement de ces analyses pour leur interprétation, puisque c'est une eau qui correspond à l'humidité ambiante. En revanche, l'eau de constitution, c'est-à-dire celle qui rentre dans la composition chimique des minéraux, est importante et elle est notée H2O+. Nous obtenons ensuite directement sous des feuilles Excel les résultats des analyses chimiques, comme c'est le cas ici pour par exemple les éléments majeurs.
Donc évidemment, c'est un pourcentage poids, c'est-à-dire, c'est 1 gramme dans 100 grammes, d'accord? Et c'est un pourcentage, par exemple, dans 100 grammes de roche, vous avez 49,2 grammes de silice, titane, et cetera. Alors ces éléments sont classés en fonction de la valence la plus importante, Si4+, Ti4+, Al3+, Fe3+, Fe2+, Mn2+, etc. Donc la valence est elle qui donne l'ordre de succession de ces éléments. Vous remarquerez ici l'H2O+, qui est là. Ensuite, à partir de ça, de ces données de machine, on peut faire plein de calculs. Ici, c'est le poids moléculaire, on peut avoir les proportions atomiques, les pourcentages atomiques, euh, etc. On peut faire tout un tas de conversions à partir de cette analyse selon le besoin dont on aura pour ces éléments. Vous avez ici un exemple de tableau d'analyse de roches très communes, par exemple une porédotite qui est une roche formant généralement le manteau. Il existe des pérédotites évidemment formées aussi à partir de la cristallisation de magma basaltique. Alors, vous voyez, les teneurs neuronaux sont relativement faibles. Vous avez ensuite le basalte qui généralement est le résultat de la fusion partielle de cette péridotite. Vous voyez, il contient plus de silice que la roche à partir de laquelle il est arrivé. Cela veut dire que la silice, par exemple, est un élément incompatible. Ça vous rappelle les dernières diapositives. Et on peut raisonner de la même façon, par exemple, pour le MgO. Vous avez 31,24% dans une péridotite et il n'y a plus que 6,73, c'est-à-dire que cet élément est plutôt compatible. Il a préféré rester dans la source magmatique. Nous avons ensuite, à partir de ce basalte, on peut avoir par cristallisation fractionnée un certain nombre de, de- de- de roches qui peuvent cristalliser à partir des magmas résiduels. Vous avez par exemple une andésite, puis une rhyolite, et puis là on a un autre type de basalte qui est une phonolite et qui est plutôt lié au basalte intraplaques océaniques ou continentaux. Vous voyez ici le passage du basalte jusqu'à la rhyolite, ça va vers une augmentation de silice, rhyolite c'est-à-dire granit, si on veut, et les éléments chimiques, même majeurs, ont un comportement compatible ou incompatible selon leurs caractéristiques géochimiques. La classification est la même, le total doit être voisin de 100, puisque c'est un pourcentage poids. Si vous obtenez des résultats avec des valeurs qui sont loin de la valeur 100, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes lors de l'acquisition de vos analyses. Bien, nous avons ici un autre tableau qui représente les basaltes des îles Galapagos dans l'océan Pacifique. Et nous avons ici les oxydes, puis les éléments en trace. Alors, les oxydes ici sont classés toujours par la valence la plus haute vers la plus basse. La perte au feu correspond donc à l'eau de constitution. Puis vous avez les éléments en trace qui sont classés ici par groupe. Ils ne sont pas là tous, mais il y en a un certain nombre. Vous avez ces éléments, le rubidium, le barium, le strontium, qui sont en fait des éléments à large rayon ionique. D'accord? Ce sont ceux qui sont situés à gauche du tableau de Mendeleïev. Vous avez le niobium, le zirconium, l'yttrium qui sont regroupés ensemble et qui correspondent aux fameux HFSE, éléments à fort champ ionique, donc ils ont une très forte valence. Et vous avez ici une série de terres rares, lantane, cérium, néodyme, europium, terbium et ytterbium. Bien, donc ça vous donne l'idée. Vous avez ici une série de roches basaltiques qui sont issues de la cristallisation fractionnée d'un certain nombre de minéraux ici qui vont former les phénocristaux dans ces roches, plagioclase, olivine, CPX, etc. Et vous avez donc une évolution chimique que l'on constate de l'échantillon A à l'échantillon G, 48% de silice, là vous avez 70, là c'est donc plutôt un basalte ou une andésite, et là vous avez plutôt une roche qui serait plutôt un granit. Le même raisonnement peut être fait sur les éléments en trace. Maintenant, on va utiliser ces éléments chimiques pour tracer des diagrammes de variations chimiques. Alors ces diagrammes de variations chimiques,
Ici, c'est l'exemple de 310 analyses relevées sur des roches volcaniques émises par un même appareil volcanique, donc de la base, les premières coulées, les secondes, etc. Et ensuite, donc, l'évolution chimique de ces magmas qui viennent en surface successivement à partir d'une chambre magmatique profonde. Ces magmas ont une composition chimique. On va essayer de voir comment interpréter cette évolution chimique. Alors pour ce faire, on a déjà dit que la silice est par exemple un élément chimique qui évolue avec la différenciation. Il augmente, la silice est un élément incompatible, donc quand vous allez fractionner des minéraux, la quantité de silice dans les liquides résiduels va aller en augmentant. On peut donc prendre la silice ici comme un indice de différenciation. D'accord? Les roches les moins différenciées sont les plus pauvres en silice. À gauche, les roches les plus différenciées sont les plus enrichies en silice à droite. Nous allons analyser la variation des autres éléments chimiques, ici ALO3, MgO, CaO, donc les autres éléments majeurs, en fonction de l'évolution des quantités ou des pourcentages en silice. Et on peut tracer ce que l'on appelle des lignes d'évolution, on appelle ça des trends, les anglo-saxons disent des trends, comme c'est marqué ici, ou des lignes d'évolution. D'accord? Là, par exemple, vous avez l'alumine qui des roches qui vont de 48 à 53-54%, l'alumine augmente, puis elle diminue. Si on voit pour le fer, on voit que le fer diminue continuellement depuis les roches les moins différenciées vers les roches les plus différenciées. Pour la soude, c'est plutôt une augmentation. Pour le cadosso, c'est la même chose. Pour le MgO, il diminue donc de façon continue. La même façon pour le CaO, la même façon pour le TiO2, la même façon pour le P2O5. Alors, ceci peut permettre de reconnaître le rôle de la cristallisation de certains minéraux. Prenons par exemple l'évolution de l'alumine. Et ici, nous avons ce qu'on appelle un coude, c'est-à-dire un changement dans la direction de l'évolution des teneurs en ALDO3 par rapport à SiO2. Et ici, on a donc un virage, on appelle ça un coude, qui correspond à, avant, à une augmentation de l'alumine, puis à une diminution de l'alumine. Alors, s'il y a une augmentation de l'alumine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de minéraux qui incorporent l'alumine dans leur structure. Donc les minéraux se forment et le liquide résiduel s'enrichit de plus en plus en alumine. Quels sont ces minéraux-là? C'est par exemple l'olivine. L'olivine est un minéral qui ne contient pas d'alumine, c'est Fg, Fe2 et CO4. Mais à partir de là, l'alumine commence à descendre, c'est-à-dire qu'il y a un minéral qui incorpore l'alumine qui commence à cristalliser. Ben, ce minéral, il y en a plusieurs. Vous avez le CPX, vous avez l'OPX, le clinopyroxène, mais c'est principalement le plagioclase qui donc correspond ici à sa cristallisation, puis qui continue à cristalliser vers les teneurs en silice de plus en plus importantes. Si on prend le MgO par exemple, alors MgO il diminue tout le temps, c'est normal puisque les minéraux premiers qui se forment sont les plus magnésiens, comme l'olivine, comme le pyroxène, comme l'orthopyroxane, comme les amphiboles, et donc les liquides résiduels vont se trouver de plus en plus pauvres en ce MgO. MgO est un élément qui est incompatible, qui rentre donc dans la composition des premiers minéraux qui se forment. Et on peut faire ce raisonnement de façon très continue, notamment si on a des lames minces à côté et que l'on peut reconnaître les différents minéraux qui se forment pour les différents échantillons que nous avons récoltés. Nous remarquerons aussi que les variations chimiques pour les éléments majeurs sont peu importantes. Regardez, ici, on va de 12, 13, 14, 15, 16, 17, de 16 jusqu'à 18, 19, 20, jusqu'à 20, de 17 à 20. Donc il y a 3, un facteur de 3. Pour le fer, c'est pratiquement la même chose. Pour Na2O, on va de 3 jusqu'à 6, donc encore un facteur de 3. Si en revanche, nous prenons les éléments en trace, donc ils sont ici, on va prendre par exemple deux éléments en trace à comportement géochimique différent, le nickel qui est un élément lourd de transition compatible qui rentre dans la composition chimique des premiers minéraux qui se forment, sa quantité diminue rapidement. Vous voyez, elle diminue rapidement ici,
puis elle change moins rapidement ici. Ça veut dire que l'olivine cristallise en premier, puisque l'olivine aime beaucoup le nickel. Nous reviendrons sur ces aspects-là aussi. Alors que ici, c'est d'autres minéraux qui se mettent à cristalliser, qui prennent moins de nickel. Si on prend le zirconium, qui lui est un élément plutôt incompatible, rappelez-vous, malgré la petite taille de son rayon ionique, il augmente continuellement, donc il enrichit continuellement les liquides résiduels. Il ne rentre donc pas ou très peu dans la structure des premiers minéraux qui se forment. Mais je voudrais que vous remarquiez bien comme il faut le facteur de variation ici, qu'on a dit un facteur de 3. Ici, vous avez un facteur, on passe de 250 jusqu'à 0. On a un facteur de 250 pour la variation de cet élément compatible et on a une variation ici de 50 jusqu'à 250, un facteur de 200 pour la variation du zirconium. Ces variations sont considérées comme pour les premiers en fonction de SiO2. Donc vous voyez, les éléments majeurs, c'est bien, mais les éléments en trace, c'est mieux parce qu'ils amplifient l'ampleur du phénomène qui est considéré. En résumé donc, on peut reporter les analyses chimiques obtenues donc par les différentes techniques sur des diagrammes de variation chimique. Ces diagrammes peuvent être à deux dimensions qu'on appelle donc les diagrammes de type Harker pour analyser l'évolution de certains éléments en fonction d'un indice. Par exemple, ici, un indice de différenciation, ça peut être SiO2 ici, ça peut être MgO, ça peut être un rapport FeO sur MgO en fonction de ce qui est exactement recherché. On peut utiliser les éléments majeurs pour reconnaître essentiellement l'implication de certains minéraux dans le cas par exemple de la cristallisation fractionnée, ça peut être dans le cas de la fusion partielle, ça peut être dans le cas des pollutions, ça peut être dans tous les cas de figure, on peut, pour analyser une évolution chimique pouvant faire apparaître une anomalie, utiliser tous les éléments que l'on peut juger utiles. On peut utiliser dans ce cas-là les éléments traces. On retiendra que les éléments traces sont beaucoup plus sensibles au processus d'évolution que ne le sont les éléments majeurs, puisque les facteurs de variation sont plus d'une centaine de fois plus intéressants chez les éléments en trace que chez les éléments majeurs. Dans le cas des éléments en trace, un groupe particulier que l'on avait nommé, rappelez-vous, les terres rares ou les lanthanides. Alors, ces terres rares ou ces lanthanides sont utilisés à des fins particulières. D'abord, comment les utilise-t-on? Alors, on obtient les analyses par les techniques que je vous ai données pour avoir donc les teneurs du lantane, du cérium, du néodyme, samarium, ici, toutes les terres rares, du lantane au lutécium. Ces lantanes, ces lanthanides, ces terres rares sont divisées en trois groupes, les terres rares légères, les terres rares moyennes et les terres rares lourdes. On les met donc sur un diagramme de type Harker, du plus léger, qui est le numéro atomique le plus faible, vers le plus lourd. D'accord? Ensuite, ces teneurs, on les reporte sur une échelle logarithmique sur les axes des ordonnées. Alors, cette échelle logarithmique, c'est pas le logarithme de la valeur, c'est l'échelle qui est logarithmique. Donc, c'est deux choses différentes. On prend d'abord la précaution de diviser les teneurs en ces éléments des roches que nous avons analysées par leur teneur dans une roche de référence qui est une chondrite. Alors pourquoi une chondrite? Parce que les chondrites sont considérées comme les roches les plus primitives en rapport avec la composition première de la planète Terre. Alors, pourquoi fait-on cela? On le fait pour deux raisons. La première, c'est pour comparer les teneurs de nos roches en fonction, les comparer aux chondrites. Donc savoir si elles sont plus évoluées que le chondrite, aussi évoluées que les chondrites, etc. On dira par exemple que cet échantillon contient 100 fois plus de chondrites que 100 fois plus de lanthane que une chondrite, à titre d'exemple, c'est comparatif. Deuxièmement, on le fait pour enlever un effet qu'on appelle l'effet Odo-Harkins, M. Dahiel vous parlera de tous ces aspects-là un petit peu plus tard, qui correspond au fait que les éléments atomiques pairs
sont beaucoup plus abondants dans la nature que les éléments à numéro atomique impair. Alors pour éviter cet effet de pic et de creux, on divise par les valeurs de chondrites, comme ça on divise le lantane très abondant dans les roches par le lantane très abondant dans les chondrites, on obtient un point qui ne montre pas ces énormes variations entre le premier un numéro atomique pair et le second qui est un numéro atomique impair. Donc ça permet, si vous voulez, de lisser la ligne d'évolution. Alors ces lignes d'évolution ne correspondent pas aux lignes comme tout à l'heure, mais on lit tous les points par un trait, ce qui nous forme ce qu'on appelle un spectre de terres rares normalisées au chondrite. Bien, ça c'est le principe, mais encore une fois, vous apprendrez à utiliser ces analyses, à les reporter sur les diagrammes avant de les interpréter. Alors ici, à titre d'exemple, 3 types de magma émis dans 3 contextes géotectoniques différents sont reportés sur ces diagrammes. D'abord dans les zones d'accrétion, où les zones de dorsale océanique, si on veut, là où est générée la croûte océanique. Les basaltes qui sont produits dedans sont des morbes, donc les Mid-Ocean Ridge basalts, les basaltes des rides océaniques, dans lesquels on a des spectres particuliers. Alors le premier montre par exemple que les terres rares légères, je l'ai dit tout à l'heure, sont plutôt appauvries, alors que les terres rares moyennes et les terres rares lourdes ont un spectre que l'on va dire plat. Alors ce type de spectre est caractéristique des head morbes, c'est-à-dire des morbes normales. En revanche, un autre type de morbe montre les mêmes caractères pour les terres rares moyennes et terres rares lourdes, c'est-à-dire un spectre plat, mais un enrichissement important en terres rares légères. On dira donc que ces morbes sont enrichis et on les appellera les E-morbes. Voilà le type de magma donc et les spectres de leurs terres rares dans ces zones d'accrétion. Si on passe maintenant dans les zones de subduction, comme vous savez, quand vous avez une subduction qui commence, vous avez un arc qui est immature. Quand il est immature, il produit des magmas de type toléitique. Sur les éléments majeurs, ils sont comparables à ceux qui sont produits dans les zones d'accrétion, mais ils ont quand même des caractères en éléments traces qui sont différents. Ici, on a les spectres de ces magmas toléitiques d'arc, et vous avez ici le spectre des N-morbes pour la comparaison. Quand l'arc vieillit, le magmatisme qui l'accompagne devient calco-alcalin. On dit aussi médium K, c'est-à-dire moyennement riche en potassium. Vous remarquerez ici que les spectres ne sont pas plats, comme c'est le cas ici, mais qu'ils commencent à se redresser au niveau de terres rares légères, avec une forte pente ici et une pente quasi nulle là. Quand l'arc vieillit davantage, le magmatisme évolue vers des compositions alcalines, HIK, alors le K, le potassium, donc de forte teneur en potassium, le potassium étant un élément alcalin comme vous le savez. Et là, vous avez un enrichissement encore plus important en ces terres rares légères et plutôt un appauvrissement aussi en terres rares lourdes. Ceci donc correspond au magmatisme des zones de subduction depuis l'arc jeune, l'arc mature et l'arc vieux, c'est-à-dire qui arrive au bout de son évolution. Enfin, le troisième type de magmatisme qui correspond au magmatisme intraplaque océanique. Pour cet exemple, ce sont les basaltes dits des îles océaniques ou les OIB, qui comprennent aussi 2 composantes, une composante toléitique, qui sont les zoïtés, les toléites des îles océaniques, et les roches alcalines des îles océaniques, qu'on dit aussi OIA. Alors ici, il y a un certain nombre d'exemples qui vous sont donnés. Les OIT, par exemple, sont représentés par les toléites du Kilauea. Le Kilauea, c'est un volcan célèbre de l'archipel de Hawaï. Le Mauna Loa aussi correspond à un volcan de cet archipel. Le Kohala aussi correspond aussi à l'évolution de cet archipel. N'oublions pas que les îles Hawaï ont eu une évolution depuis le début du fonctionnement de ce point chaud, puis ce point chaud, quand on le suit vers les îles les plus en plus récentes,
on a donc une évolution chimique en même temps. Cette évolution chimique est reflétée dans les spectres des terres rares ici, qui sont en même temps comparés au domaine en grisé ici, qui correspond à la distribution des magmas toléitiques de type morbe. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Que les toléites des îles océaniques ont des spectres qui, pour les terres rares, sont comparables à celles, pour les terres rares légères, sont comparables aux morbes, mais qui, pour les terres rares lourdes, ils ont une pente un petit peu plus prononcée. On remarquera que plus on évolue vers les magmas alcalins, plus l'enrichissement en terres rares légères est prononcé. Alors, cela a des implications évidemment sur les régions du manteau qui produisent ces magmas, qui paraissent donc plus enrichis que tous les autres, et aussi par un appauvrissement dans les terres rares les plus lourdes, qui indique que dans la source magmatique, c'est-à-dire dans le manteau qui a fondu pour produire ces magmas, il doit y avoir un minéral qui retient ces éléments chimiques comme l'iterbium. Alors je vous le dis tout de suite, mais vous le verrez par la suite, ce minéral est le grenin. En résumé, les terres rares, donc, qui sont des éléments traces, apportent des informations encore plus intéressantes, qui sont liées à la nature des magmas. Ici, vous avez les magmas toléitiques des zones d'accrétion, les magmas en général, en gros, calco-alcalins des zones de subduction, mais dont la composition évolue avec la maturité de l'arc, et les magmas alcalins intraplaques océaniques ou intraplaques continentaux qui ont aussi des spectres géochimiques différents. Alors ces spectres, on peut ici calculer des rapports entre éléments que l'on appellera des signatures géochimiques, mais vous voyez, ils permettent de tracer le magmatisme. Alors ce traçage peut être fait avec les isotopes. Alors les isotopes qui sont de plusieurs sortes. Vous connaissez le couple rubidium-strontium qui permet de calculer l'âge d'une série de roches qui a évolué, par exemple par cristallisation fractionnée à partir d'un même magma par an. Cela permet la distribution des rapports du strontium 87, strontium 86, c'est l'élément radiogénique, en rapport avec le rubidium 87 qui est l'élément radioactif sur strontium 86, permet de définir donc le géochrone et calculer donc l'âge de cette série de roches. Alors ce couple rubidium-strontium permet aussi de faire des extrapolations d'ordre géochimique. Vous voyez, là on rejoint cette idée que la géochimie a une approche synoptique, donc une approche plus généraliste de l'évolution de notre planète Terre. Alors, on va analyser ce diagramme qui en fait donne l'âge. Alors, vous voyez, on est là c'est l'actuel et là on est à 4,5 milliards d'années qui est donc l'âge de la Terre. D'accord? Et ici, vous avez l'évolution du rapport du strontium 87 radiogénique sur strontium 86 dans différents types de constituants du globe terrestre. Alors, si on prend les chondrites, au départ ici, on avait donc une composition chondritique. Les chondrites ont évolué suivant cette ligne en fonction de l'âge. Donc, plus on se rapproche de l'actuel, l'évolution des rapports isotopiques du strontium des chondrites évolue suivant cette ligne. Si on prend la ligne qui est ici assurée, elle correspond à l'évolution de notre manteau, du manteau terrestre. Comment le sait-on? On le sait par les données que nous avons sur les basaltes actuels. Alors les basaltes actuels sont issus de la fusion partielle du manteau et tous les basaltes actuels qui sont émis en contexte océanique, c'est-à-dire pas en contexte continental, ont des rapports isotopiques qui varient entre cette valeur et celle-ci. Connaissant l'équation donc de désintégration du rubidium 87 en strontium 87, on peut remonter le temps jusqu'à
la composition chondritique initiale, qui correspond donc à la composition de la nébuleuse solaire ou de cette fameuse composition chondritique de la Terre. Donc, les rapports isotopiques du manteau ont évolué, suivant les temps géologiques, sur cette ligne-là. Sur celle-ci, vous avez par exemple le manteau lunaire, voilà les rapports isotopiques, il a donc une évolution totalement différente à celle de la Terre. L'évolution de la Terre est aussi caractérisée à partir, vous voyez, d'un peu moins de 3 milliards d'années, du développement de rapports isotopiques du strontium bien plus importants. Alors, cela correspond à l'extraction de la croûte continentale à partir du manteau. Vous savez très bien qu'à l'origine, la croûte continentale n'existait pas, et puis les processus de subduction ont permis la formation des différents arcs volcaniques, et ces arcs volcaniques ont évolué vers des croûtes différentes de la croûte océanique, par exemple, avec les activités continentales qu'on sait. Ce processus a développé des rapports strontium 87 sur strontium 86 de plus en plus importants. Donc là, on suit l'évolution de ces rapports dans la croûte terrestre depuis 2,8 milliards d'années à peu près jusqu'à l'actuel. À ce niveau-là, vous voyez, on est à peu près à 300 millions d'années, ce qui correspond à l'orogénèse hercynienne. Pendant cette orogénèse hercynienne, vous avez la croûte continentale qui s'est mise à fondre et elle a produit des magmas granitiques dont les rapports isotopiques vont encore être de plus en plus importants. Vous voyez, c'est simplement pour vous montrer que le couple rubidium-strontium et les compositions isotopiques correspondantes dans les différentes parties du globe permettent de comprendre la façon dont notre Terre a évolué. De la même façon, il existe plusieurs couples d'éléments radioactifs radiogéniques. Par exemple, le couple samarium-néodyme, la désintégration du samarium produit du néodyme 143, le néodyme 144 est stable, et on peut, avec l'âge, regarder l'évolution de ce rapport dans les différentes parties. Alors, on a ici une ligne d'évolution de la Terre globale ou d'un réservoir chondritique qui est appelé Schur, mais peu importe, c'est pas le moment d'en parler en détail, et à partir d'un moment donc qui correspond à notre fameux moins de 3 milliards d'années, de 2,8 milliards d'années, où on a donc un épisode soit de fusion partielle, soit d'enrichissement, qui va nous produire des magmas qui vont être remontés vers la surface, et comme les éléments les plus légers vont être incorporés à ces magmas, les éléments les plus incompatibles, ils vont migrer vers le haut pour former la croûte océanique, la croûte continentale et que sais-je encore, et elle va laisser un manteau que l'on va dire appauvri en ces éléments. Là encore, on peut aller plus loin encore dans ces raisonnements pour avoir une idée de l'évolution de la Terre dans sa globalité. Ici, d'autres types d'isotopes, les isotopes du plomb, ici plomb 207 sur 204, plomb 206 sur 204, et on analyse ici les compositions en termes de ces isotopes des différentes laves émises en contexte intra-océanique, c'est-à-dire sans les effets d'une contamination crustale. Et là, on veut essayer de trouver quels sont les réservoirs qui ont pu fournir des magmas qui ont ces compositions chimiques. Alors on a défini plusieurs types de réservoirs. Par exemple, un réservoir dit EM1, ça veut dire Enriched Mantle 1, manteau enrichi de type 1, manteau enrichi de type 2, un manteau appauvri, c'est-à-dire depleted mantle, un réservoir qui s'appellerait PREMA, c'est-à-dire Prevalent euh, mantle, c'est-à-dire un manteau qui prévalait avant la formation d'un certain type de magma, et puis un autre réservoir que l'on appelle high mu. Mu est un rapport isotopique du plomb, du plomb. On ne va pas rentrer dans le détail pour en parler, mais ça permet de réfléchir sur la nature des réservoirs qui ont des signatures géochimiques particulières et qui vont fournir les différents types de magma que nous avons donc en contexte océanique. Alors, tout cela pour dire que la géochimie moderne
donc permet une vraie analyse des roches pour en premier lieu retrouver ces fameuses anomalies géochimiques qui peuvent nous servir pour beaucoup de choses, chercher les gîtes métallifères, chercher des pollutions, mais au-delà de ça, ça permet de comprendre l'évolution de notre planète depuis son individualisation jusqu'à l'actuelle en utilisant un certain nombre de méthodes que l'on va essayer de vous faire acquérir en tant que compétence. En épilogue à cette longue introduction donc à ce cours de géochimie, un petit schéma évolutif qui se veut représenter l'évolution qui a conduit à la configuration actuelle de notre planète Terre. Elle vous sera plus développée par Monsieur Darmouchen dans la partie euh, cosmologie de ce cours, mais on peut en parler rapidement de façon à ce que vous ayez les idées bien en place. Donc à partir de la nucléosynthèse, donc ce fameux Big Bang, vous avez donc l'individualisation de notre nébuleuse solaire qui va être à l'origine de notre système solaire et qui, suite donc à une condensation et accrétion, a fini par les processus de fusion, gravité, séparation par affinité géochimique d'un certain nombre d'une prototerre ou d'une terre très primitive, donc formée par une partie silicatée, par une atmosphère et par un noyau. Ceci est obtenu par la migration des éléments siderophiles vers le cœur de la planète, par les silicates donc et les éléments lithophiles qui ont une affinité avec les silicates, et par les éléments atmophiles qui vont former donc une première atmosphère, dite une atmosphère primitive. À partir de là, le noyau va évoluer par refroidissement vers un noyau interne solide et un noyau externe liquide. Puis cette première terre va former un manteau que l'on appelle un manteau primitif. C'est une notion qui est assez fondamentale en géochimie, nous y reviendrons. Ce manteau primitif aurait été là, puis suite à une catastrophe importante causée par l'impact d'une grosse météorite, on a eu un arrachement, si on veut, d'une bonne partie de la Terre qui a évolué pour finir par trouver un équilibre gravitationnel et former notre satellite qu'est la Lune. À partir de ce manteau primitif, une nouvelle évolution a commencé, d'abord par des fusions partielles, puis des séparations cristaux-liquides, pour former une partie légère qui est la croûte continentale et qui va flotter tout à fait au sommet de ce manteau. Ces fusions partielles ont formé un manteau qui aura été appauvri en les éléments qui ont été incorporés dans cette croûte continentale, qu'on appelle le manteau supérieur, donc qui a évolué chimiquement. Puis on a un manteau inférieur qui lui aurait gardé quand même des compositions plus proches du manteau primitif parce qu'il aurait subi moins de fusion partielle à l'origine de la croûte continentale. Et ensuite, donc, c'est la configuration que nous avons actuellement qui voit donc qui a vu se développer cette dynamique terrestre qui est la tectonique des plaques, qui a permis donc un recyclage des éléments, des fusions partielles successives. C'est donc notre théorie, la base de nos raisonnements. Nous avons aussi, à partir de ce manteau inférieur, la formation de ces fameux points chauds panaches montéliques comme les îles Hawaï, et nous avons donc un océan, donc une hydrosphère et une atmosphère dont l'origine aurait été le résultat de dégazage lors de ces évolutions, mais aussi de l'apport de comètes formées beaucoup par de la glace qui ont pu participer à notamment à l'apport de l'eau sur notre planète. Voilà, cette introduction est finie. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet en allant définir les compositions chimiques de ces différentes parties de la Terre, essayer d'évaluer leur composition chimique et puis essayer de réfléchir aux processus qui leur ont permis d'acquérir ces compositions chimiques particulières. Merci pour toute l'attention que vous prêtez
à cette introduction que je pense être fondamentale pour la compréhension de la géochimie en général.